déjà, Bergson, aujourd'hui, ça n'allait pas de soi. Hein. C'était pas gagné. Si effectivement, on pense à toutes les... Bon, d'abord, les attaques très vives, Politzer et d'autres, dont il a fait l'objet, dès son vivant. Et ensuite, le climat de désaffection ou d'oubli, puis la patrimonialisation, dès qu'on est inscrit au programme de terminale et qu'on devient une sorte de philosophe officiel. C'est mal parti. Et donc, c'était assez mal engagé. On sait que Deleuze a fait beaucoup pour une sorte de sauvetage violent, quoi, du bergsonisme, mais sous un mode un peu étrange, puisque bon, ceux qui ont connu Bergson à travers Deleuze, et pas tellement autrement qu'à travers lui, ont affaire à une créature qui n'existe pas, enfin, une sorte de cyborg matérialiste qui a pour nom Bergson. Alors, il s'agit... Oui. Tu dis toi-même, à propos de Deleuze, quiconque se lance dans la lecture du bergsonisme de Deleuze sans avoir lu Bergson ne comprend rien. Alors j'en suis persuadé, mais c'est fondé. Bon, c'est une façon de faire état d'une expérience subjective, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai lu le bergsonisme à l'époque où je travaillais à cette fameuse dissertation d'Hippocane sur la tradition, avec les deux sources dans une main que j'ai du coup pas lu en entier à l'époque, je pense. Et en fait, j'ai lu le bergsonisme dans un état de fascination constant, ce qui est naturel avec Deleuze, mais sans rien comprendre. Et c'est en lisant Bergson ensuite que, dans un exercice un peu étrange de rétrospectif, de compréhension rétrospective, je dis « Ah, c'était donc ça que voulait dire Deleuze, etc. » Parce que le livre de Deleuze est une sorte de condensé extrêmement tendu, où la plupart des citations qui devraient être expliquées dans un travail d'histoire de la philosophie traditionnelle sont réservées pour le petit livre qui est épuisé maintenant, qui n'a pas été republié, Matière et vie, le petit livre anthologique, construit par Deleuze, qui est une anthologie de textes de Bergson. C'est tous les textes dont il a besoin pour ses démonstrations. Il les a relégués dans un autre livre. Je ne comprends pas pourquoi on ne republie pas les deux en même temps, d'ailleurs. Avis aux amateurs. Et donc, oui, je pense qu'on n'y comprend rien. Et donc, il s'agissait, en effet, d'abord de relire Bergson, de le redécouvrir en le lisant, ce qui a été fait. L'édition critique des presses universitaires de France, dirigée par Frédéric Worms, a été pour beaucoup. Le travail de Worms lui-même, bon, qui a été quand même... alors lui, qui ne l'inscrit pas dans un moment de l'esprit, mais dans un moment du vivant. Ou de l'esprit en tant que département du vivant. Mais oui, alors il est revenu, Bergson, sur ce mode-là, qui est un mode d'abord universitaire, de relecture sérieuse. L'idée était qu'il fallait le lire et le discuter. Et il revient aussi, Bergson, c'est ça qui m'a intéressé dans le manifeste de Kyoto, coécrit avec Paul-Antoine Miquel. Ce qui m'a intéressé, c'était de le ressaisir, Bergson, dans une relation vivante aux sciences. Parce que, évidemment, s'il y a une chose qui caractérise la démarche philosophique de Bergson, ça a été de construire systématiquement son propos, sa métaphysique, dans un rapport de collaboration, de coordination extrêmement étroite avec ce qu'il percevait comme l'état des sciences de son temps. Et je veux dire, alors maintenant, rétrospectivement, on peut se dire, bon, c'est un peu ce qu'ont fait des gens comme Canguilhem, Foucault à certains égards, avec les sciences humaines et ça. Mais je crois qu'aucun de ceux-là n'est allé aussi loin que Bergson dans la confrontation. Je veux dire, et de le faire comme faisait Bergson, pas du tout dans l'intention de produire une épistémologie, même une épistémologie généralisée, mais dans l'intention de mouler, comme il disait, c'est une expression sidérante quand on y pense, mouler la philosophie sur les sciences. C'est ce que dit Bergson. Alors ça, c'est vraiment très étonnant, parce que c'est à la fois une sorte de positivisme du fait scientifique que revendiquait pleinement Bergson. Il parlait d'une métaphysique positive, après d'autres. Et en même temps, ça induit une distance critique avec les sciences, puisque d'emblée, ce rapport, ce nouage philosophie-science est pensé sous l'autorité de la métaphysique. C'est la métaphysique qui se réforme et qui se fait au contact des sciences, et pas la philosophie comme épistémologie générale, la métaphysique. Et donc quand on dit métaphysique-science, il y a forcément un écart, il y a forcément toutes sortes de décrochements qui font que la métaphysique se moule, mais en restant métaphysique. Ça ne veut pas dire qu'elle va adopter un discours philosophant, simplement plus général que celui des sciences. Ce n'est pas un discours qui va aller plus loin que les sciences, en généralité et en audace, mais dans la même direction qu'elle. La métaphysique peut bifurquer, justement, celle de Bergson, elle bifurque sur bien des points du climat naturaliste, matérialiste qui domine à son époque. Mais néanmoins, il bifurque à partir d'une proximité
qui je pense est sans équivalent dans la métaphysique du XXe siècle. Donc oui, il y a ce rapport de très grande proximité, et en même temps de distance critique de la métaphysique par rapport aux sciences, qui est la grande singularité de Bergson, de son régime d'exercice philosophique. Bon. Alors, le manifeste de Kyoto, qu'on a co-signé avec mon collègue Paul-Antoine Miquel, qui est lui aussi un bergsonien, mais qui a aussi beaucoup d'intérêt épistémologique pour les sciences du vivant, la biologie, etc. Bon, pourquoi Kyoto déjà? Ça c'est purement anecdotique. On se trouvait tous les deux dans un très beau, c'est rare, un très intéressant colloque de bergsoniens à Kyoto, où les gens là avaient eu la bonne idée de mettre ensemble des philosophes analytiques, c'est quand même pas commun, et des bergsoniens, pour tenter justement, pas simplement de lire Bergson ou de relire Bergson ensemble, mais d'une certaine façon de le traduire, parce qu'il y a un exercice de traduction réciproque qui est tout à fait intéressant, parce qu'au prisme de la traduction, on défait l'étau de la langue bergsonienne, hein, qui est aussi pour beaucoup dans la difficulté qu'on a eue à simplement travailler avec Bergson, cette langue trop parfaite en un sens. Bon, l'exercice de traduction, il était intéressant, et donc un peu agité par ce climat d'excitation intellectuelle, on s'est assis à une table de café, on a commencé à écrire un manifeste, qui est devenu le manifeste de Kyoto, et qui était une sorte de grand cri de ralliement, adressé aux bergsoniens, bien sûr. Donc, le vrai titre, c'est « Nous, bergsoniens », en hommage au mot d'Aristote, « nous, platoniciens », dans la métaphysique. Il s'adressait aux bergsoniens, mais aussi aux bergsoniens sans le savoir, des scientifiques, biologistes, physiciens, qui en fait sont bergsoniens dans leur pratique. Et l'idée était justement de recentrer sur la pratique, de se demander si on était vraiment bergsonien quand on fait de la philosophie. Si on fait comme Bergson a fait, plutôt que de répéter ce que Bergson a dit, pour reprendre un topos un peu usé, mais bon, qui garde son efficacité relative. C'est-à-dire, au fond, il faut se demander si on travaille comme Bergson. Est-ce qu'on passe 5 ans, parfois 10 ans, à lire des articles de biologie, ou de cosmologie, ou de physique, ou de psychologie, pour produire ce qu'il appelle toujours des essais sur la fonction du corps dans la vie de l'esprit, sur la relativité et ses enjeux cosmologiques, etc. etc. Est-ce qu'on est capable de ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on travaille? Bon, le constat évident, c'est que massivement, c'est pas comme ça qu'on travaille. En tout cas, c'est pas spontanément comme ça qu'on travaille. Surtout quand on n'est pas étiqueté comme épistémologue ou spécialiste de philosophie des sciences. Les bergsoniens, massivement, ne travaillent pas comme Bergson. Alors, ils peuvent le prendre mal, mais c'est un fait. Ou alors ils travaillent comme Bergson sans vraiment le thématiser eux-mêmes, sans s'en rendre compte et sans l'intensifier aussi loin qu'ils pourraient. Donc le manifeste était un cri de ralliement de dire « essayons de voir ce qu'on peut faire si on s'y met, si on remet en scène la méthode bergsonienne, qui est une méthode de confrontation systématique aux sciences du temps et à ce que Bergson appelait joliment les lignes de fait, qui permettent, par une méthode de recoupement, parce que les lignes de fait sont parallèles et parfois, dans le meilleur des cas, convergentes, mais c'est toujours par recoupement qu'on peut isoler leurs problèmes communs, le problème qu'elles pointent en quelque sorte. Ces lignes de fait contemporaines, il faut d'abord les identifier. Qu'est-ce que la science produit comme fait? Quelles lignes de fait on peut envisager pour son compte qui pointeraient vers les problèmes du jour, qui ne sont pas forcément ceux de Bergson ou qui se posent autrement. Alors pour donner un exemple simplement, Bergson, dans le registre philosophie de l'esprit, dans Matière et mémoire et dans d'autres textes périphériques, il met ensemble, selon une ligne de fait qui n'a rien d'évident a priori, des choses aussi, donc des phénomènes, des faits, plus ou moins expliqués par les scientifiques, aussi divers que la sensation d'avoir un mot ou un nom sur le bout de la langue, comme on dit, le nom qui échappe. C'est un texte fameux dans l'effort intellectuel qui décrit ça. Un autre fait qui, a priori, n'a rien à voir concernant le mode d'évolution des aphasies. Tel autre fait qui concerne la vision panoramique des mourants. L'alpiniste qui tombe dans un ravin et qui voit défiler sa vie d'un coup. Ou encore, mon dernier exemple, le sentiment de déjà-vu. On met ensemble ces faits qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, sinon que ça concerne l'esprit et quelque chose de la mémoire, et en les mettant dans la bonne ligne et en les associant à d'autres lignes, Bergson montre, c'est ça sa méthode systématiquement, qu'elle se recoupe et qu'elle pointe vers un centre obscur, une idée obscure, assumée comme obscure, mais qui est en quelque sorte détourée précisément par ces lignes de fait, qui est cette thèse sidérante de la conservation intégrale du passé. L'idée que le passé se conserve en soi et qu'il est en un certain sens contemporain du présent, que le passé n'est pas du présent qui a basculé dans l'inexistant, du présent passé, mais qu'il est en un sens contemporain, coexistant avec le présent. Idée
obscure, parce que rien qu'en la formulant, on est dans l'oxymore immédiatement, dans la contradiction apparente, mais qui est construite par les bords, par cette stratégie d'encerclement qui est la démarche bergsonienne de base. Mais elle suppose, évidemment, c'est ça les lignes de fait, un intérêt pour ce que la science nous dit sur ces faits, sur la manière dont elle les constitue. Ce n'est pas des faits qu'on va puiser avec je ne sais pas quelle sonde ou épuisette dans son vécu intérieur. C'est des faits qui sont déjà ressaisis par Bergson lui-même à travers des trames symboliques, c'est-à-dire une élaboration scientifique, minimalement scientifique. Voilà. Donc on s'est dit, au fond, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de dégager nos lignes de fait. Et puis, dans un second temps, de définir une position critique par rapport aux sciences, qui ne soit pas celle de l'épistémologie traditionnelle ou de la philosophie des sciences telle qu'elle est massivement pratiquée aujourd'hui, que ce soit en régime analytique ou continental, c'est-à-dire post-Canguilhem, etc. Il y a quelque chose de singulier, même si Canguilhem, on le rappelait, là, a été un des grands héritiers et un des grands passeurs de Bergson, avec la distance critique qui s'impose. Il a quand même nourri une tradition d'histoire et de philosophie des sciences très respectable, dans laquelle moi-même j'ai travaillé, mais qui n'est pas celle de Bergson. C'est-à-dire qu'il n'assume pas la métaphysique, ou pas de plein pied comme Bergson pensait qu'on pouvait le faire. Alors je dis de plein pied, mais c'est une métaphysique qui se constituait dans le rapport aux sciences. Et c'était quand même ça l'objectif. C'était pas d'éclairer le régime d'activité du scientifique ou les modes de rationalité de la science. Le point, c'était de réformer la métaphysique pour qu'elle soit adéquate au réel, tout simplement. Au réel, filtré à travers le travail des sciences. Bon, et donc dans le manifeste, on rappelle des choses assez simples, on peut les énoncer sous forme de thèse, un peu comme il faut faire dans un manifeste, presque axiomatique. La métaphysique n'est jamais a priori, pour cette raison. Elle vient toujours après les sciences ou avec elles. Donc pas de grammaire a priori, de construction conceptuelle qui vaudrait, comme dit Bergson, pour tous les mondes, le nôtre en l'occurrence, mais aussi bien pour des tas d'autres où il n'y aurait pas d'animaux, ni de plantes, ni peut-être d'esprit. Il faut faire une métaphysique qui soit taillée sur mesure pour cette réalité qu'appréhende l'entendement scientifique. Il faut d'autre part que la métaphysique soit intégrale, qu'elle envisage l'expérience intégrale. Mais simplement là, c'était ça la torsion du manifeste. Au lieu de l'entendre comme on fait communément, expérience intégrale, c'est-à-dire qui inclut aussi ce qui échappe à la science, les phénomènes labiles, qualitatifs de l'esprit, au lieu de le prendre comme ça, intégral au sens de ce qui est enrégimenté dans le discours scientifique et tout le reste. Au lieu de le prendre comme ça, l'idée c'était presque de renverser la perspective et de dire n'oubliez pas la science. C'est-à-dire nous, bergsoniens, nous, métaphysiciens, on ne peut pas faire comme si la science n'existait pas et continuer à parler du temps comme si Einstein n'était pas intervenu. Le premier à s'en rendre compte, c'était évidemment Bergson lui-même, qui a cru bon, à 65 ans passés, de se remettre au travail, de redevenir étudiant, comme il dit, et puis de lire des manuels d'introduction à la relativité, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, de reprendre les équations et d'essayer de comprendre ce que fait Einstein au temps. Aujourd'hui, on est quand même un siècle après Einstein, il y a des choses dans l'ordre de la cosmologie, de la pensée des systèmes complexes, des systèmes dynamiques, etc., qui compliquent notre rapport au temps, à l'objet univers, au vivant lui-même. Il y a les sciences cognitives, et donc il faut reprendre le travail. Bon. Mais alors le reprendre avec en vue la métaphysique, c'est ça la difficulté. C'est là qu'il y a parfois un dialogue un peu de sourd avec les scientifiques, mais peut-être davantage encore avec nos collègues philosophes des sciences, qui ne veulent pas faire de métaphysique précisément. Ça, c'est aussi une spécificité. Le discours de philosophie des sciences contemporain est totalement focalisé sur les théories. C'est-à-dire qu'il y a des théories scientifiques qui sont intéressantes parce qu'elles illustrent un mode de rationalité particulier dont il faut dégager les fondements, la légitimité, les modes opératoires, etc. C'est la pensée des sciences. Mais les faits scientifiques en tant que tels, d'une certaine façon, la philosophie contemporaine n'a rien à en faire. Ils sont produits, mis en évidence par la science. Alors les seuls qui s'y intéressent par la bande, c'est des gens qui, comme Latour, viennent de la sociologie des techniques ou d'une anthropologie généralisée et disent aux philosophes, regardez, il y a un mode de constitution des objets qui doit vous donner à réfléchir, qui pose des questions ontologiques. Et résiduellement, il y a des gens qui continuent à faire de l'ontologie des sciences. Mais c'est un peu différent comme exercice. Ça consiste simplement à expliciter l'ontologie implicite des sciences, à expliquer, comme font les meilleurs vulgarisateurs, ce que c'est qu'un objet quantique. Lévy-Leblond appelle ça un quanton, et il nous dit qu'en effet, c'est un objet d'un genre particulier, puisqu'il n'est pas une substance. Alors Bachelard faisait ça aussi à son époque. Il faisait de l'ontologie, ou de la nouménologie, de la phénoménologie d'un genre particulier. Mais c'est quand même très minoritaire. Alors ce que fait Bergson, lui, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher dans la théorie à dégager une sorte d'ontologie implicite, ou alors une sorte d'épistémologie qui serait
propre aux sciences ou telle discipline scientifique, il va s'intéresser à ce que la science produit comme fait. Et il va s'intéresser à ces faits en tant que proprement envisagés, mis en perspective, il pointe de façon parallèle ou, dans le meilleur des cas, convergente, il pointe des problèmes que le scientifique lui-même ne peut que pressentir, autour desquels les scientifiques, les différentes disciplines tournent, sans pouvoir les formuler pour eux-mêmes. Donc, c'est les faits qui vont nourrir l'activité philosophique. Ça, c'est tout à fait original. Bon. Et ça pose un problème. Qu'est-ce que c'est qu'un fait scientifique ? Si je dis que voilà, bon, il y a une tendance à la raréfaction de telle ou telle ressource naturelle, puisqu'on parlait de l'Anthropocène, bon, c'est un fait. Il devient scientifique quand il est quantifié, on pourrait dire comme ça, quand il est mesuré. Et de l'autre côté, on a des faits qui concernent, je l'évoquais tout à l'heure, l'impossibilité d'établir une notion absolue, c'est-à-dire non relative à un mouvement, un système de référence en mouvement, notion absolue du simultané. C'est un fait. On ne peut pas, par des procédures de synchronisation qui font intervenir des échanges de signaux optiques ou électromagnétiques, on ne peut pas s'accorder sur une notion précise, absolue, du en même temps. Deux événements sont pour une perspective simultanée, pour une autre non simultanée. C'est un fait. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de simultanéité. Voilà, alors ça veut dire que d'abord, il y a plusieurs définitions du simultané entre deux événements selon le système de référence qu'on adopte, c'est-à-dire la perspective qu'on adopte sur l'univers, la perspective que nous donne notre propre mouvement, en gros, notre mouvement relatif par rapport à l'univers. Ça veut dire que du coup aussi, on ne peut pas synthétiser les événements du monde pour définir disons, la ligne de front du devenir. C'est ça qui pose un problème à Bergson. C'est que s'il n'y a plus de simultanéité absolue, si les événements sont tantôt ensemble, tantôt successifs, tantôt ensemble dans le temps, arrivant en même temps, tantôt successifs, alors il n'y a plus de ligne de crête ou de ligne de front du devenir. Cette idée qu'il y aura une grande vague qui emporte les êtres et qui balaye la totalité de l'univers, de l'être, est plus pensable à la lettre. Et ça, c'est un fait. Elle est plus pensable si par pensable, on entend produire une procédure constructive liée à la mesure qui permette d'attester une simultanéité. Si c'est ça qu'on a en vue, alors en effet, c'est plus constructible. On ne peut plus construire le front d'onde de l'être qui avance inexorablement vers l'avenir. Alors ça pose un problème. Pour quelqu'un qui a une pensée de l'univers, comme Bergson, l'univers dure, si on vous dit que l'univers dure, mais qu'en même temps, il n'y a pas de front du devenir, comment est-ce qu'il dure ? Il faut imaginer des flux totalement désaccordés, il ne peut pas s'y résoudre. Ça, l'univers n'aurait plus de figure, il n'y aurait plus d'univers à la lettre. Il y aurait plus, même pas le cosmos qui est la figure grecque, il n'y aurait plus d'universum, c'est-à-dire de totalisation possible des flux de durée. Voilà, donc il se cogne à un fait têtu, comme disait Lénine. Les faits sont têtus. Et en même temps, il ne s'agit pas de résoudre ce fait ou d'en dissoudre la force de résistance en adoptant tel quel le discours scientifique. La théorie d'Einstein sur le temps, elle est très grossière. La théorie d'Einstein sur le temps, elle est juste intenable. Elle consiste à dire d'une part, et un peu contradictoirement, oui, il n'y a plus de temps absolu, il y a plus de temps, le temps est relatif, c'est-à-dire, comme il dit, à chacun son temps. Bon. Donc on a des horloges désynchronisées qui marquent à leur rythme des temps absolument, en un sens absolument incommensurables. Ou alors, et simultanément, il va vous dire, en fait, il n'y a plus de temps. Le temps n'intéresse plus le physicien, toutes les durées peuvent être rassemblées dans la forme totalisante de l'espace-temps. Dans l'espace-temps, le temps n'est pas une dimension qu'on rajouterait, c'est une dimension qui est, en un certain sens, fusionnée avec l'espace. C'est un grand schème géométrique à 4 dimensions où on totalise d'un coup toutes les perspectives temporelles. Ce qui veut dire qu'au fond, le temps se résout en une sorte de paramètre géométrique qui permet de mesurer des lignes d'univers, etc. Ça, c'est intenable. Je veux dire, la théorie n'est pas intéressante, en fait, tout simplement, philosophiquement. Ce qui est intéressant, c'est le fait. Et donc, c'est ce fait qu'il faut appuyer, retravailler. Bon. Et simplement, ça ne va pas fonctionner tout seul, donc ni en ressaisissant le fait dans la lumière d'une théorie scientifique constituée, ni non plus simplement en se livrant à une sorte d'exercice désespéré de l'imagination métaphysique sur ce fait-là. Ce fait, il doit être mis en corrélation, coordonné à d'autres faits, selon d'autres lignes, parfois des lignes tout à fait différentes. Par exemple, des faits de psychologie. Alors moi, je m'intéresse, par exemple, mais déjà Bergson pose ce problème, puisqu'il y fait allusion dans le livre sur Einstein, durée et simultanéité. Je m'intéresse à ce qui relie cette question très générale de la coordination des durées, qui est un problème cosmologique, au fond, et un problème beaucoup plus local en apparence, d'ordre psychologique, qui est de savoir comment un sujet, une conscience qui vit le temps,
est capable de faire la synthèse, de contracter dans son environnement immédiat une pluralité de degrés et de le faire à la fois, en même temps. Donc l'exemple qu'il donne dans le 3e chapitre de Durée et simultanéité, exemple glosé par Deleuze dans ses livres sur le cinéma, parce qu'il dit voilà, la situation prototypique du cinéma, c'est je suis au bord de l'eau, le flot, l'onde, les flots accompagnent ma rêverie, il y a mon flux intérieur, il y a le flot de l'eau, et puis un oiseau dont le vol strie le ciel, zèbre le ciel brutalement, selon un autre régime cinétique. Et ces 3 flux, d'une certaine façon, sont contemporains, en même temps disjoints, puisque je les compte comme 3, mais capables d'être rassemblés dans un acte synthétique de la conscience, qui, dit Bergson, et c'est là aussi une autre affirmation un peu ahurissante, qui à la fois coexistent comme un, et en même temps coexistent comme séparés. Je peux les maintenir comme séparés ou comme un, et il ajoute, c'est ça qui est ahurissant, je peux faire à la fois l'un et l'autre, c'est-à-dire les prendre comme un, tout en les prenant comme séparés. Bon, cette espèce de synthèse disjonctive, elle pose en fait le même problème, qui est de savoir comment est-ce qu'on définit un présent enveloppant, une enveloppe de contemporanéité, une enveloppe de présence, à partir d'un dispositif complexe, où les choses sont à la fois dans un rapport disjonctif, séparées, ayant chacune leur temps, leur mesure, et en même temps rassemblées dans la figure conjonctive d'une conscience qui est capable, en quelque sorte, de rassembler ces durées pour constituer son présent, son expérience du présent. Il y a une homologie entre ces 2 ordres de problèmes, et c'est typiquement une homologie que n'envisagera pas un physicien, parce que pour lui, ça relève d'une autre science, et ça pose au mieux exactement le même problème, c'est-à-dire qu'au fond, c'est juste une échelle de mesure différente, c'est des rythmes d'un type différent, mais ça ne pose pas de problème supplémentaire. Alors, ce qui est intéressant chez Bergson, c'est que le rapprochement de ces 2 ordres de faits, par une sorte d'éclairage mutuel, va laisser entrevoir une direction dans laquelle il faut prolonger l'effort. C'est ça le geste de l'intuition, la fameuse intuition bergsonienne. Il dit en fait l'intuition c'est jamais quelque chose qui suppose un saut dans le vide. On ne saute pas à pieds joints dans l'intuition. Et l'intuition n'est pas une faculté occulte qui nous ferait voir des choses. L'intuition c'est la capacité pour l'intelligence, c'est un exercice contrarié de l'intelligence, de prolonger des lignes de faits en direction d'une zone obscure que ces faits vont permettre de pointer. Et c'est là que la science joue un rôle fondamental, puisqu'elle apporte à l'intuition ce qui lui manque essentiellement, à savoir la précision. Là, il y a un contresens souvent, qui est en partie, dont Deleuze est en partie responsable, parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus, en mettant en exergue la méthode bergsonienne, l'intuition comme méthode, ça c'était génial de le dire comme ça, il a mis en avant l'intuition comme méthode de précision. Mais qu'est-ce qui est précis dans l'intuition ? Ce n'est pas l'intuition elle-même, ce n'est pas la première impulsion, ce n'est pas l'espèce de vue d'oiseau, la vue panoramique que vous donne l'intuition sur la situation. Ce qui va procurer réellement la rigueur d'une précision, c'est la science. C'est-à-dire que c'est les trames symboliques, les faits constitués par la science. C'est la science qui donne la précision à l'intuition, qui en manque, qui est par essence vague et imprécise. Juste l'image qu'il donne, qui est très belle je crois, dans La pensée et le mouvement, c'est celle du plongeur. Il dit, l'intuition, elle vous donne une vue d'avion. Vous voyez l'épave dans les eaux troubles, là au fond. Mais la science, et donc la philosophie ou la métaphysique qui accompagne la science, qui se moule sur la science, c'est le plongeur qui va effectivement descendre, qui va prendre des bouteilles de plongée, et qui va descendre pour palper l'épave et en prendre une vue claire et précise. L'intuition par elle-même en est incapable, elle voit tout à travers les eaux troubles. Mais elle voit. Si elle n'était pas là, on ne verrait rien. Alors, en quoi un bergsonisme élargi peut-il nous aider, par exemple, à poser le problème des relations entre le local et le global de façon contemporaine ? Pour aller au plus court, je crois que Bergson a un problème avec l'espace. On peut le comprendre de différentes manières. Positivement, ça veut dire qu'il pense que l'espace est un problème, que la spatialisation, comme tendance générale de l'intelligence fabricatrice, l'intelligence des solides, l'intelligence géométrique, la façon dont l'intelligence ordinaire, y compris philosophique, a tendance à spatialiser les situations et à construire une métaphysique de l'espace, est un problème, c'est-à-dire qu'il faut, en un certain sens, dépasser ça, dépasser cette condition, pour produire une métaphysique du fluide, de la durée.
une métaphysique qui soit accordée à l'expérience du temps, d'un temps qui réellement dure, et qui ne soit pas une quatrième dimension de l'espace. Bon. Mais je dirais, l'espace est un problème en un autre sens, alors qui est moins favorable à Bergson. Je pense que Bergson a eu constamment un problème avec l'espace tel qu'il est en fait, construit par les sciences. C'est-à-dire un espace géométrisé, mais qui ne se résume pas à cet imaginaire euclidien des solides manipulables, l'invariance par translation qu'on apprend dès l'enfance en manipulant des solides. Je veux dire, il y a des formes d'espace et des spatialités infiniment plus riches et complexes et intéressantes, produites par les mathématiques et la physique, que celles que Bergson a en vue quand il parle généralement de l'espace. Bon, en gros, on comprend que c'est l'espace dans lequel on manipule des figures invariantes par translation ou par rotation. C'est l'espace euclidien traditionnel. Alors on pourrait généraliser et dire qu'au fond, ce qu'il dit sur l'espace vaut pour tous les espaces. Et en s'appuyant sur un tour philosophique bien connu, c'est que si on appelle ça espace, c'est bien qu'il y a de la spatialité derrière, qu'il doit y avoir en commun à toutes ces constructions d'espace une même chose que Bergson a pointée et qui est voilà, cette possibilité de, on pourrait le dire au plus court, en étant bergsonien, de compter la même chose deux fois en deux lieux différents. L'espace, c'est le milieu où on opère des distinctions purement quantitatives, où on dit, bon, ceci n'est pas cela, simplement parce que ça n'est pas donné au même endroit. Et inversement, je peux dire ceci est la même chose que cela, parce que je le retrouve invariant par translation. Bon voilà, on pourrait dire que l'espace est le schème général qui permet de penser ces choses. Des gestes d'identification ou de compte qui sont purement quantitatifs. Et au fond, on comprend que la façon dont Bergson envisage l'espace est totalement informée d'un bout à l'autre par une certaine idée du nombre, du compte pour un, ces choses-là. Et donc, en fait, ce qu'il appelle l'espace, c'est quelque chose qui est déjà assez différent de ce que pratiquent les scientifiques, je veux dire, les géomètres productifs, ceux du XXe siècle, les physiciens qui incorporent des mathématiques extrêmement sophistiquées pour penser des variétés d'espace-temps, des espaces-temps troués, des espaces-temps à topologie non connexe, etc. Il y a peut-être une homonymie. Et donc, une possibilité, une façon d'exprimer le bergsonisme élargi, ce serait de prendre acte du fait que Bergson a un problème avec l'espace, c'est-à-dire qu'il s'est focalisé sur une version de l'espace, qui est en fait un espace nombré d'un certain type, qui est en gros l'espace euclidien, et encore certains aspects de cet espace, et qu'il a du coup un peu systématiquement laissé de côté ce que les constructions d'espace, les constructions scientifiques de l'espace auraient pu apporter à sa propre entreprise. Et donc, élargir le bergsonisme, c'est, pour commencer, réintroduire l'espace comme un format qui souffre pas d'emblée, qu'on ne doit pas suspecter d'emblée de souffrir d'un vice d'origine qui serait d'être d'emblée spatialisé au sens qu'a dit Bergson. C'est sans doute vrai qu'il y a de la spatialisation dès qu'on utilise des nombres, dès qu'on mesure en un sens, mais cette mesure permet aussi de construire des objets extrêmement texturés, extrêmement intéressants, qui ont valeur de fait. Je pense qu'une géométrie riemannienne, c'est un fait, en un certain sens. C'est un format théorique, mais c'est aussi un fait. Et je dirais le fait physique qui le concrétise, c'est que c'est dans ces géométries qu'on peut ressaisir aujourd'hui le phénomène de la gravitation avec la relativité générale. Ça, Bergson n'a pas voulu le voir. C'est pourquoi il se concentre sur Einstein uniquement sous l'angle du temps. Il dit ce qui m'intéresse, c'est la question du temps. Il n'a pas vu qu'au fond, ce temps était inséparable de l'espace, et c'est ça qui était intéressant. Donc une façon d'aller maintenant positivement dans le sens d'une contribution au bergsonisme élargi, ce serait de réincorporer l'espace, les espaces, les spatialités, et de les envisager elles-mêmes en durée, comme aurait dû faire Bergson, envisager l'espace du physicien en durée, poser des questions à la physique concernant par exemple le simultané, la simultanéité, sans considérer d'emblée que ce qu'il appelle simultané n'est qu'une forme spatiale. Je pense que le simultané est une forme temporelle. Je pense que Bergson en était profondément convaincu, mais il ne retrouvait pas son expérience vécue et donc temporelle du simultané dans les constructions scientifiques. Il considérait que c'était une sorte un format spatial qui défigurait la simultanéité, que l'idée de simultanéité était au fond réduite à l'idée d'instantanéité. Mais si on regarde de près, donc ça c'est une proposition, une contribution positive que je propose, si on regarde de près par exemple ce que les physiciens construisent quand ils parlent du simultané, bon, il y a effectivement cette simultanéité relative entre instants ou événements distants, mais il y a derrière ça, et dans la forme générale de l'espace-temps, toutes sortes de ce qu'on pourrait appeler simultanéité non standard, qui redonne une épaisseur à l'idée du simultané.
et donc à l'idée du présent, qui permettent, par exemple, on peut l'extraire presque directement du formalisme de la relativité restreinte déjà, qui permettent de comprendre ce que c'est qu'une enveloppe de simultanéité. Une enveloppe, donc quand on dit enveloppe, il y a une notion d'épaisseur, c'est que c'est distendu dans l'espace, mais aussi que ça a une certaine épaisseur dans le temps. Être contemporain, c'est pas être dans l'instantanéité d'un rapport à distance. Être contemporain, c'est durer ensemble. Et ça, précisément, la physique est capable de le formaliser, même si en général, ça n'intéresse pas trop. Le physicien n'a pas été intéressé par le fait de faire une analytique ou une taxinomie des modes de simultanéité, c'est pas son affaire. Mais on peut le faire. Bergson aurait pu le faire. Il s'en est pas donné les moyens, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut travailler là-dessus. Alors, effectivement, avec tous les relais qui sont donnés dans le registre artistique, hein, avec les constructions d'expériences du simultané, qui sont souvent des expériences non standards, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas simplement donner forme à l'avoir lieu ailleurs en même temps. C'est souvent aussi donner forme à des décrochages et à des effets de déphasage relativistes en un sens, qui permettent de compliquer notre expérience du contemporain ou du simultané. Dans une série télé comme 24 heures, je me suis amusé à écrire là-dessus pour la revue Trafic, donc un autre exercice de philosophie appliquée, de philosophie sous contrainte, travaillant sur pièce. J'ai examiné d'assez près les scènes de montage de correspondance ou de montage alterné où deux fils d'action sont censés être représentés en parallèle. Et on s'aperçoit que c'est au prix d'effets de déphasage, de compression, d'ellipses incessants. On aurait déjà pu le constater dans le roman, mais ça devient très sensible dans la forme cinématographique ou télévisuelle.